Donc merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre présence ce soir pour la rencontre avec Colin. Rencontre que nous attendions depuis très longtemps, pour beaucoup d'entre nous, puisque on avait... moi j'étais surtout connu avec la parution d'Obia en fait. Ça a été vraiment autour à l'arrivée d'Obia que du coup j'ai rembrayé sur les deux précédents. Donc pour mémoire Obia, et qui était le troisième tome d'une série que vous connaissez certainement tous désormais, entre les hamacs de carton suivi de Ce qui reste en forêt, et puis que vient continuer Sur le ciel effondré. Et donc tu avais fait une petite incartade métropolitaine avec Sol les bêtes. J'ai prévu plein de questions, en fait on va changer tout l'ordre. D'accord, vas-y. Non mais je voulais en fait, pourquoi cet éloignement de la Guyane, puis on va y revenir, mais tout d'un coup ce travail dans Sol les bêtes, puisqu'on en parlait dans la voiture, en fait tu vas demain sur le tournage du film, donc qu'est-ce qui t'avait amené à écrire cet ouvrage qui donc se passe sur Cause du Méjean, c'est ça ? Cause Méjean. Ouais, Cause Méjean. Eh bien, bonsoir à tous. Merci, c'est gentil. Disons que moi, mes 3 premiers livres, je les ai écrits sur la Guyane. Toute mon activité d'écriture a commencé vraiment avec la Guyane. Et en fait, chaque fois qu'on écrit un livre, on se lance un peu un défi, quoi. On essaie de s'éloigner un petit peu de ces zones de confort. Et là, après les 3 premiers, notamment après Obia, j'avais vraiment l'impression, à la fin d'Obia, d'être arrivé quand même à la fin d'un cycle, en tout cas à la fin de quelque chose. J'avais tout à fait l'intention de réécrire sur la Guyane. Pour moi, c'était pas terminé du tout. Mais j'avais l'envie en fait de changer, l'envie d'écrire autre chose. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je voulais voir si j'en étais capable, tout simplement. On se pose toujours la question de savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Est-ce que ces romans sur la Guyane, c'est-à-dire que la matière guyanaise est tellement riche, elle était intime. Puis, il y a vraiment une matière qui est énorme, il y a tellement de trucs à raconter qu'à des moments on se dit on est peut-être juste porté par la Guyane, on est peut-être capable de rien faire d'autre. Moi c'était un peu ce que je croyais à un moment. Et donc je voulais m'essayer à autre chose. Et donc Seules les bêtes, c'était un gros changement au niveau du territoire, mais en fait pour moi c'était pas ça le plus compliqué, c'est que j'ai tout repris à zéro, une autre construction, une autre écriture, forme c'était vraiment très très différent. Donc j'avais cette envie de changement. Et puis après un livre c'est ça, mais c'est aussi des envies tout simplement. J'avais envie des sujets des histoires qui nous touchent, des personnages qu'on a rencontrés qui nous touchent, dont on a envie de parler. Et donc moi il y avait cette question du milieu rural et notamment de la solitude en milieu rural dont j'avais envie de parler depuis assez longtemps. Et donc voilà, c'est parti de là en fait, tout simplement. Donc là, dans ce roman-là, on fait une petite aparté sur ce roman-là, parce qu'il y a une structure aussi du roman qui est différente de celle que tu as l'habitude de développer. Dans ceux qui concernent la Guyane, on a plusieurs fils comme ça narratifs qu'on va suivre au fil du temps. Là, c'est un roman avec différentes voix qui tour à tour viennent donner leur récit en quelque sorte. Et ça, c'était... du coup, pourquoi est-ce que les livres sur la Guyane ont un fil précis, une organisation, une structure précise, et celui-ci, tu t'es dit je vais changer, Il y a plusieurs raisons à ça. D'abord, Seules les bêtes, pour moi, c'est quand même avant tout un roman sur la solitude, sur le manque affectif, sur toutes ces questions-là. Et il me semble, et ce que je voulais en fait, c'était trouver une écriture qui permette au lecteur de vraiment rentrer dans la peau des personnages, de vraiment ressentir l'état d'esprit dans lequel étaient les personnages. Donc pour moi, l'utilisation de la première personne, c'était vraiment le moyen d'arriver à ça. C'est-à-dire, c'est vraiment
la forme du livre est déterminée par le fond. C'est-à-dire, c'est d'abord, on définit ce qu'on veut raconter, et après on choisit la manière de le raconter. Et donc cette forme s'est imposée, en fait, ça me paraissait évident. Et puis j'avais quelques bouquins en tête que j'avais lus, qui m'avaient beaucoup touché, qui m'avaient beaucoup marqué dans ce style-là. J'avais L'été meurtrier de Japrisot, qui pour moi aussi, en termes de roman choral, vraiment un modèle. J'avais Un pied au paradis de Ron Rash, qui est construit pareil, en plus qui aborde un peu des thématiques assez proches. Et donc j'avais envie d'essayer ça, ça me plaisait bien au départ dans la forme et dans la construction des personnages. Et puis après, au fur et à mesure de la construction des livres, j'ai vu aussi tout ce que ça permettait de faire en termes de construction d'histoires, d'intrigues. Des histoires qui sont re-racontées d'une autre manière, sous un autre point de vue, et donc on peut revivre exactement la même histoire, mais d'une manière complètement différente. Et c'est super intéressant. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses à faire avec ça. Et cette forme-là aussi, peut-être, elle nous amène à une chute qui prend plus d'ampleur, en fait, peut-être, qu'un récit traditionnel où on va suivre au fur et à mesure l'enquête. Oui, peut-être, mais c'est-à-dire que c'est aussi que le roman, il est centré sur un nombre de personnages assez limité, du coup. Il y a que il y en a d'autres, mais il y a 5 personnages principaux. Alors que dans mes romans guyanais, c'était plus compliqué à faire parce qu'on a quand même un très grand nombre de personnages. Donc c'était pour moi moins approprié, en fait. Et donc là, on se disait, c'est un film qui est en train d'être tourné. Donc demain, tu vas sur le tournage. Ouais. Et tu vas faire un petit rôle. Et je vais faire un petit rôle, c'est pour ça que j'ai une grosse barbe. Oui, en fait, comment ça arrive, cette histoire de film? Ça arrive, c'est assez incroyable. Moi, j'avoue que je m'en rends toujours pas très bien compte. Ça s'est fait très vite, en réalité. Seuls les bêtes j'ai eu la chance de gagner un prix qui s'appelle le prix Polar en série, donc un des prix du Polar, qui est un prix qui, en fait, c'est le Polar qui ferait la meilleure adaptation en série télé. C'était plutôt série télé au départ. Et donc le fait d'avoir ce prix m'a permis d'attirer l'attention de pas mal de boîtes de production, en fait. Et donc on a eu plusieurs propositions et ça s'est fait assez vite. Donc la société Haut et Court, qui était une des boîtes qui s'intéressait au bouquin, m'a présenté un projet qui tout de suite m'a emballé. Et puis le réalisateur est arrivé tout de suite. Ça s'est fait très vite. Puisque le livre est sorti il y a 2 ans, le tournage est en même temps. Rapide. En fait, moi quand je discutais avec mes collègues auteurs, ils me disent ça arrive jamais, en fait. C'est ce que j'allais dire. Le tournage 2 ans on a reçu après, ici un certain nombre d'auteurs de romans, policiers notamment. Ils attendent toujours beaucoup. Oui, quand ça se fait, généralement, c'est 5-6 ans après. Voilà, c'est vraiment un coup de bol. Il faut trouver un producteur, ensuite, des fois ça change. Oui, non, mais en plus, non seulement il y a le producteur, la boîte de prod qui est arrivée assez vite, mais même les productrices me disent elles-mêmes, un film qui est tourné 1 an après qu'ils aient acheté les droits, elles disent ça arrive jamais. Il y a eu un bon alignement des astres. C'est vraiment. Donc, moi, je peux que m'en réjouir, c'est super. Je suis très très content du scénario, de la manière dont tout ça se construit. On verra le film, je sais pas, mais en tout cas, je suis très optimiste. Ouais. Okay. Ça me plaît beaucoup. Oui, ce qu'on se demandait aussi, c'était est-ce que comment ça se passe? Tu as ton mot à dire un petit peu sur le scénario ou tu décides une bonne fois pour toutes de faire confiance? Comment est-ce que ça fonctionne quand on voit son œuvre récupérée, oui, prise par quelqu'un d'autre pour en faire un format, un rendu différent? Écoute, je pense qu'il n'y a pas de règle, hein. Ça dépend du réalisateur, ça dépend des productrices, ça dépend de l'auteur aussi, quel rapport il a avec son roman. Moi, ça s'est très bien passé, donc j'ai pas du tout écrit le scénario, mais j'ai été consulté plusieurs fois. Enfin, toutes les versions du scénario m'ont consulté, m'ont demandé mon avis. Ils n'ont pas toujours tenu compte de ce que je leur disais, parce qu'ils avaient aussi leur idée que je comprenais. Mais moi, ça s'est très bien passé pour plusieurs raisons. D'abord parce que je trouve que le scénario est très bon, objectivement. Et aussi peut-être parce que j'ai réussi à pas non plus être trop accroché à mon roman et à réussir à me libérer de ce qui n'était pas forcément essentiel et à rester attaché à qu'est-ce que je voulais vraiment raconter au départ. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses qui ont changé, il y a des personnages qui ont changé, mais j'ai l'impression que l'esprit de ce que je voulais raconter est toujours là. Donc, pour moi, ça s'est très bien passé.
Je ne sais pas si c'est grâce à moi, c'est grâce à eux, enfin, c'est sans doute un mélange de tout ça. Un mélange de tout ça. Donc on aura le plaisir de voir le film sur les écrans à partir de... J'espère fin d'année, début d'année prochaine. Ouais. C'est le même titre? C'est le même titre. Ouais. Et on connaît les acteurs. Et on connaît les acteurs. Ouais, Non, faut le dire. Bah, comme elle dit déjà. oui. Oui. Phrase, hein, donc ça va pas être compliqué. Tête d'affiche. J'espère que je ne vais pas oublier mon texte. Quoi. On reste pas du théâtre. Et donc, oui, non, tout est bon, tout est bien, tout ce qui se décide. C'est tourné où? C'est tourné en grande partie là où j'ai écrit Sur le les bouquin, lieux c'est-à-dire même. à Florac, Ouais. autour de Florac, dans les Cévennes. Une partie en Côte d'Ivoire, enfin bon, comme j'avais prévu dans le bouquin. Au niveau des lieux, pour le coup, c'est très, très fidèle. Et même ils vont respecter la saison un peu. Oui, parce qu'ils tournent là, ils ont eu plein de neige, ils ont tourné Ouais, un peu de je pense neige, que là en ce moment, ils je doivent les ai au être téléphone, solides. ils sont complètement crevés, ils caillent. Mais ils sont contents de ce qu'ils ont tourné, c'est ce qu'ils me disent. Bon, donc avec cette introduction métropolitaine, on va prendre nos bottes de 7 lieux et partir en Guyane. Parce que je pense que ça, ce qu'on se disait dans la voiture, c'est que on a tous été quand même incroyablement surpris de découvrir ce monde guyanais. Enfin, voilà, on J'ai pas envie d'y a... aller même. Ah mais c'est marrant, moi j'ai très forte envie de m'y rendre pour découvrir ce territoire qui est un département français. Tu as vécu là-bas, enfin, il y a une intimité dans ton écriture qu'on ressent avec ce lieu, ce territoire. Toi tu as vécu là-bas. Ouais. Et dans quelles circonstances est-ce que ça a précédé l'envie d'écrire ou l'envie d'écrire a surgi Alors, moi je suis parti là-bas après mes études, j'ai habité pendant 6 ans en Guyane. Et c'est quand je suis rentré de Guyane que j'ai commencé à écrire, en fait. C'est pas la Guyane qui m'a donné l'envie d'écrire, parce que je pense que c'était là depuis toujours, probablement. Mais j'allais dire avoir envie d'écrire, c'est presque une banalité. Il y a plein de gens qui ont envie d'écrire et qui ne le font jamais. Moi, je ne le faisais pas pendant très longtemps parce que j'étais persuadé d'avoir rien d'intéressant à raconter, en fait, tout simplement. Et donc la Guyane, moi, m'a servi de déclencheur. C'est-à-dire, c'est quand je suis rentré de Guyane, j'ai habité à Paris pendant 2 ans après la Guyane. Et tout ce que j'avais vécu là-bas, les gens que j'avais rencontrés, les situations que j'avais vues, c'était encore très présent en moi, j'en parlais tout le temps. Et mes amis à Paris, ça les intéressait un peu au début, puis au bout d'un moment, ça commençait à les confuser. Ils me disaient, t'es gentil avec la Guyane. Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bah là, il y a peut-être un truc à raconter. Tout est parti de là. Et vraiment, mon premier roman, Les hamacs de carton, je pense qu'aujourd'hui, j'écris plus forcément pour les mêmes raisons, on cherche d'autres choses dans l'écriture. Mais mon premier roman, il y avait vraiment l'envie une envie de restitution, c'est-à-dire de rendre un peu justice à ce territoire dont on ne parle jamais et dont on parle plutôt en mal en général. Et moi, je sentais un énorme décalage en fait entre l'image que la Guyane avait en métropole, c'est-à-dire, c'est pas compliqué, hein, la Guyane en métropole, c'est 4 trucs, hein, c'est la fusée Ariane, le bagne, les orpailleurs, Oui. et puis l'enfer vert où Voilà. on imagine qu'on a des araignées qui nous tombent sur la tête dès qu'on met un pied dans la forêt. Et c'était en décalage complet, moi, avec ce que j'avais vécu. Et surtout, je trouvais que c'était une vision de la Guyane qu'oubliait en fait l'essentiel, c'est qu'en fait, il y a des gens qui habitent là-bas, tout simplement. Et que même moi, quand j'étais parti en Guyane, je ne savais même pas qu'il y avait des gens qui habitaient là-bas. C'était une découverte complète. Moi, je suis parti là-bas, j'avais fait des études en écologie, donc je partais pour la forêt, pour la nature, pour les animaux. Et je ne savais pas qu'il y avait des gens en fait, qui habitaient là-bas. Et ça a été une découverte complète. Et du coup, dans mes romans, j'avais envie avant tout de parler de ça, de parler des gens, tout simplement. Et notamment de la diversité ethnique qui est hallucinante. Donc il y a comment c'est réparti? Il y a majoritairement des créoles, enfin ce qu'on appelle les créoles. Oui, alors après au niveau des chiffres, je ne sais pas non, parce que ça évolue beaucoup, mais oui, il y a les créoles qui sont effectivement essentiellement sur le littoral, pas seulement, mais essentiellement sur le littoral.
et qui sont les plus représentés dans les pouvoirs politiques en particulier, hein, c'est eux qu'on entend le plus. Mais il y a plein d'autres choses, il y a des blancs évidemment, il y a les métros, il y a effectivement les noirs marrons dont je parle beaucoup à la frontière, enfin sur le fleuve Maroni, frontière Guyane-Suriname. On a les Amérindiens dont je parle beaucoup sur le ciel effondré, mais on a aussi des Brésiliens, on a aussi des Chinois, on a aussi des Hmongs, on a aussi des Surinamiens, on a aussi beaucoup d'Haïtiens en ce moment, il y a une grosse vague d'immigration haïtienne en ce moment. Beaucoup de gens d'Amérique du Sud aussi, hein, de Colombie, Pérou, on retrouve aussi tout ça. Et c'est assez fascinant parce que même quand on se balade à Cayenne une journée, on peut entendre parler 5 langues différentes dans la même journée. Ouais. Et c'est assez troublant et déroutant au départ. Et quand on commence à s'y intéresser, on se rend compte que c'est ce qui fait la richesse de cet endroit, et avec effectivement un mélange de populations qui, avec en plus chacune sa propre histoire, chacune sa propre relation avec les autres. Quand on creuse un peu, on se rend compte qu'il n'y a pas d'un côté les noirs et d'un côté les blancs. Bon, ça, c'est le schéma qu'on pourrait avoir au départ, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Les relations entre les créoles et les noirs marrons est très compliquée, entre les noirs marrons et les amérindiens elle est très compliquée, entre les brésiliens et tous les autres c'est aussi très compliqué. Et c'est ça qui est à la fois complexe et en même temps, pour écrire des romans, d'une grande richesse. C'est ce qui fait l'intérêt, je trouve, de ce territoire, moi, quand j'écris dessus. Et ce qui est assez fascinant, c'est que on peut dire ce qu'on veut, qu'il y a des conflits entre les populations, que les ethnies vivent un peu chacun de leur côté. C'est à la fois faux et vrai, mais la réalité, c'est que malgré tout ça, ça fonctionne plutôt pas mal en réalité. Enfin, je veux dire, en termes de multiculturalisme, en métropole, on n'a pas forcément beaucoup de leçons à donner non plus, hein. Et ça se passe pas si mal en réalité. C'est ce qu'on découvre dans les ouvrages, en fait, dans tes romans, effectivement, c'est que c'est pas que les gens sont forcés de cohabiter, mais il y a des rencontres, en tout cas, ça c'est clair et net. Notamment sur Le ciel effondré, avec le personnage de Blackaman, Angélique Blackaman, qui va être une sorte de, enfin, je sais pas si on peut appeler ça un pont, mais en tout cas qui va être quelqu'un qui va avoir une importance clé dans la relation avec les Amérindiens et qui nous permet aussi de découvrir un petit peu à chaque fois l'univers des peuples qui y vivent. Est-ce que sur place, quand tu y étais, comment est-ce que justement on va si on peut, à la rencontre de ces différentes cultures? Je vais parler de culture. Comment est-ce qu'on appréhende ça? C'est facile de pas de s'intégrer, mais en tout cas, à tout le moins, d'échanger, de pouvoir découvrir ces cultures différentes? Non, enfin, c'est pas facile parce que s'intéresser à une culture et rentrer dans une culture et rentrer en contact avec des gens d'une culture, c'est toujours compliqué, que ce soit en métropole ou ailleurs. C'est jamais simple, ça demande forcément des efforts. Et non, c'est toujours compliqué. Après, il y a forcément des populations qui sont plus faciles d'accès que d'autres. Ça tient à la personnalité, ça tient à l'histoire. C'est vrai que par exemple, les Noirs marrons sont plus faciles d'accès que les Amérindiens, c'est certain. Parce que les Noirs marrons sont quand même beaucoup plus dans le business et dans la relation à l'autre. Ils ont plus effectivement cette habitude et ils ont des capacités d'adaptation qui sont, je pense, supérieures à celles qu'ont les Amérindiens. Les Amérindiens, c'est effectivement plus compliqué. Pour plein de raisons. D'abord parce qu'il y a l'éloignement. Effectivement, le Haut-Maroni, tout le monde n'a pas forcément la possibilité d'y aller. Il y a beaucoup de Guyanais à Cayenne qui ne sont jamais allés à Maripasoula, qui ne sont jamais allés, et encore moins dans les villages amérindiens. Quand on est à Cayenne et qu'on regarde les informations locales et qu'on nous parle de villages amérindiens, généralement on nous dit Antekumpata, petit village sur le Haut-Maroni, parce que les Guyanais ne savent pas forcément où se trouve ce village-là. Soit ils n'y sont pas allés, soit des fois pire, ils ne savent même pas où c'est. Donc c'est pas forcément simple.
Bon, moi, il se trouve que par les expériences que j'ai eues sur place quand je travaillais en Guyane, j'avais un boulot qui me mettait de force en fait en relation avec toutes ces populations et notamment avec les Amérindiens. Donc j'allais beaucoup à la rencontre et j'ai des amis amérindiens, tout en étant conscient du fait que ma connaissance du monde amérindien elle reste très limitée. C'est des cultures qui sont quand même très très éloignées de la nôtre, y compris dans leur manière de voir le monde, de concevoir le monde et de concevoir leur rapport aux autres. Donc oui, ça nécessite des efforts particuliers. Et du coup, ça complique tout. Ça complique tout parce que ça veut dire, cette question culturelle, elle complique les rapports humains, mais ça veut dire qu'elle complique l'éducation, la santé, les questions commerciales, enfin voilà, elle complique toutes ces questions-là, parce qu'elles sont forcément très fortement conditionnées par ces écarts culturels, c'est certain. Et si on en revient aux ouvrages, et qu'on fait le pont avec ce que tu viens de nous décrire, est-ce que c'est pour cela que tu as choisi un personnage principal qui est un noir-marron, qui est une espèce qui a grandi en territoire métropolitain, et qui du coup serait pareil, voilà, une espèce de pont entre les différentes cultures, différents peuples? Pourquoi est-ce que tu n'as pas pris par exemple parce qu'il est capitaine de gendarmerie, ce personnage, le capitaine d'Anato, pourquoi est-ce que tu n'as pas pris un personnage métropolitain qui arrive comme souvent qui est muté et qui débarque Parce que j'en avais pas envie, en fait. Non, mais parce qu'en fait, c'est pas compliqué. Et qu'est-ce qui te permet Chaque fois qu'on a une fiction sur la Guyane, que ce soit un livre ou un film ou une série, généralement le premier épisode c'est ça. Généralement le premier épisode c'est le blanc qui débarque en Guyane et le point de départ de l'histoire c'est ça. La confrontation du métropolitain avec la Guyane. Ce qu'on ferait pas quand on écrit un roman qui se passe à Lyon, on va pas faire débarquer un Parisien de Lyon, on va prendre un personnage qui est lyonnais. Enfin, à moins qu'on ait un truc particulier à construire. Hein, et donc moi ça m'interpellait, ça. J'avais envie dès le départ que mes personnages ils soient issus du territoire. Même si ce n'est pas totalement le cas d'Anato, parce qu'effectivement il vient quand même de métropole. Mais j'ai beaucoup de personnages dans mes romans qui sont jamais en métropole ou qui ont un lien éloigné avec la métropole. Et c'est ce que je voulais, parce que je pense que dans l'esprit de pas mal de personnes qui écrivent de la fiction sur la Guyane, il y a cette idée que pour que le public métropolitain puisse comprendre et puisse s'identifier au personnage, on a besoin que le personnage soit blanc. Moi je pense que c'est pas vrai du tout. Je veux dire, on lit des bouquins qui se passent dans le monde entier et on peut tout à fait s'identifier et se mettre dans la peau d'un personnage. Et c'est là justement que c'est intéressant, c'est de faire en sorte qu'on arrive à s'identifier à un personnage, alors justement il est très très éloigné de ce qu'on est nous en tant que lecteurs. Je pense que c'est une solution de facilité et une manière de prendre le lecteur un peu pour un imbécile, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de ça. Je pense que le lecteur n'a pas besoin de cette identification de départ. Je pense que si on fait l'effort de construire ces personnages et de travailler dessus, on peut s'identifier à n'importe qui, en réalité. Il me semble. Je ne peux pas dire mieux. Tu as quand même choisi un personnage qui reste qui a un pied... Oui, alors c'est vrai que dans la construction du territoire français en fait. Fait, ouais. Alors quand j'ai construit le personnage du capitaine Anato, au tout départ, ce que je voulais en fait, c'est que ce personnage symbolise un petit peu ce qu'est pour moi la Guyane, c'est-à-dire ce territoire qui est à la fois français et en même temps pas français du tout. C'est-à-dire où, quand on est en Guyane, on est en permanence assailli par des signaux contraires. C'est-à-dire que dans une journée, on a des moments où on a vraiment l'impression d'être en France, parce que voilà, l'administration, l'éducation nationale, les panneaux signalétiques au-dessus des routes, tout nous rappelle qu'on est en France. Et en même temps, on a plein d'autres signaux qui nous disent « ouais mais non, en fait, on n'est pas du tout en France. Hein. » Ne serait-ce que le climat, les langues qu'on entend parler,
les rapports entre les gens, la nourriture, bien sûr. On a plein de choses qui nous font comprendre que non, on n'est pas vraiment en France. Et donc je voulais que, voilà, que le capitaine Anato, il symbolise un petit peu ça, où il a effectivement un pied des deux côtés. Parce que si on fait une bio rapide de ce personnage, pour ceux qui ne connaissent pas, il vient prendre en main la brigade de la section de recherche de la gendarmerie de Guyane, quoi, et voilà, il chapeaute tout ça. Et lui, sa famille, même lui est né en Guyane, mais très tôt, ses parents sont allés en métropole et il a grandi là-bas, passé tous ses diplômes, commencé sa carrière dans la gendarmerie, et il y a des circonstances qui vont faire qu'il va demander sa mutation et revenir en Guyane. Donc, ce qui est intéressant, c'est que du coup, on a un personnage qui peut se fondre dans la masse, mais qui en fait est quand même déconnecté un petit peu. Il lui manque plein de clés. C'est ce qu'on va suivre d'ailleurs au fil des ouvrages, parce qu'en parallèle de toutes les intrigues policières proprement dites, de toutes les enquêtes qu'il va mener, on a aussi sa quête personnelle. Oui, alors en fait, Anato, c'est ce qu'on appelle en Guyane, on dit aussi dans les Antilles, un négropolitain, quoi. C'était quelqu'un qui est noir de peau, mais qui en fait a une culture plus de blanc. Lui-même ne se rend pas forcément compte en fait avant d'arriver en Guyane. Je trouvais que c'était très intéressant comme personnage parce qu'on c'est très classique en fait en Guyane, dans les Antilles, c'est ces gens qui sont antillais ou guyanais mais qui en fait connaissent très très peu leur territoire parce qu'ils ont toujours grandi en métropole, il y en a plein. Et moi je trouvais ça intéressant, et notamment dans le cas du capitaine Anato, parce que vu de l'extérieur, ce genre de personnage, on peut avoir l'impression que c'est des gens qui ont la chance d'avoir cette double culture et qui ont cette capacité effectivement facilement de passer d'un monde à l'autre. On peut presque en être envieux des fois, alors qu'en fait pour beaucoup, et en tout cas pour le capitaine Anato, c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'en réalité il ne se sent bien ni dans un monde ni dans l'autre. Oui, c'est une souffrance même. C'est plutôt une souffrance pour lui, parce que quand il est avec des blancs, il sent quand même qu'il n'est pas totalement métropolitain, mais quand il est avec des noirs, notamment avec sa famille, il se rend compte qu'il lui manque en réalité plein de codes, et en premier lieu sa langue natale, maternelle, qu'il ne maîtrise pas du tout. Et effectivement, lui, il le vit beaucoup plus comme une souffrance, parce qu'il est, il est ni d'un monde ni de l'autre en réalité. Je ne suis pas sûr que toutes les personnes dans sa situation le vivent comme ça, mais en tout cas, lui, il le vit comme ça. Tu avais, pour voir comment tu as organisé ça, tu avais déjà en tête plusieurs histoires où on commence toujours un pas après l'autre, je suppose, mais tu savais que ce personnage allait... Enfin, tu allais développer des choses autour de ce personnage et de... Pas du tout, pas du tout. Enfin, il faut quand même bien voir ce que c'est que d'écrire un roman. Ouais. C'est-à-dire que quand on commence à écrire un roman, on ne voit pas les 3 ou 4 bouquins qu'il y a derrière, quoi. On voit déjà ce qu'il y a à la fin de sa page. On essaie déjà d'aller au bout de d'abord au bout de sa phrase, puis après au bout de sa page, et puis après au bout de son chapitre, et on avance tout doucement. Et moi, quand je commençais à écrire, je m'étais lancé le défi d'écrire un roman. Je ne savais même pas si j'allais arriver au bout de mon projet, si le bouquin allait un jour être publié, s'il allait plaire. Enfin, tout ça, je ne le savais pas du tout. Tout ce qui s'est passé après, pour moi, ça a été toujours de la surprise. Donc la première chose, c'est aller au bout d'un livre, avant même de savoir si le livre va être publié. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà essayé d'écrire, mais déjà arriver au bout de son roman, même s'il est nul et que personne ne va jamais publier, c'est déjà un exploit énorme, personnel, je veux dire, d'être allé au bout de son propre projet. Donc je ne me posais pas du tout ces questions-là à l'époque. C'est après, quand j'ai commencé à écrire le deuxième, que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses potentiellement à faire avec lui. Mais je n'avais pas pensé tout ça du tout. Donc oui, je ne l'ai pas indiqué en préalable, mais si vous avez des questions et que vous voulez nous couper, vous êtes les bienvenus. Hein, n'hésitez pas. Je voulais savoir la différence entre les noirs marrons et les créoles. Alors, les créoles, en fait, sont essentiellement sur le littoral, sont
en Guyane, souvent quand on dit un Guyanais, on parle d'un créole. C'est-à-dire que les vrais Guyanais, entre guillemets, parce que tout ça évolue beaucoup, c'est effectivement cette population créole c'est des descendants d'esclaves, avec beaucoup de métissage, comme on retrouve dans les Antilles, et qui sont la population, on va dire, initiale et principale, enfin pas initiale, parce que l'initiale, ça va être les Amérindiens plutôt, hein, mais principale pardon ? Majoritaire. Majoritaire, même si aujourd'hui ça évolue. Mais il n'y a pas si longtemps, effectivement, majoritaire. Les Noirs marrons, eux, sont des descendants d'esclaves de l'ancienne Guyane hollandaise, de l'actuelle Suriname, qui se sont révoltés contre les colons, qui ont fait la guerre aux colons hollandais, qui sont partis en forêt. C'est ce qu'on appelle le marronnage. Le marronnage, c'est le fait c'est l'évasion. Dans les Antilles, on parle souvent des nègres marrons, etc. Le marronnage, c'est ça, c'est le fait de quitter la plantation, de s'évader, de se révolter contre le pouvoir colonial, esclavagiste. Et les Noirs marrons donc, sont partis en forêt, ont fait la guerre aux Hollandais, et les Hollandais, à force de voir que ça leur coûtait un fric fou de faire la guerre à ces anciens esclaves pour essayer de les récupérer, ils ont fini par signer les traités de paix avec les Noirs marrons, d'abord avec les Djouka, puis avec les Aloukou, donc il y a plusieurs ethnies. Et donc ils ont été reconnus comme peuple libre un siècle avant l'abolition de l'esclavage. Donc c'est vraiment une histoire qui est très différente. Enfin, l'histoire initiale c'est la même, hein. C'est des gens qui viennent d'Afrique, qui ont été emmenés par les Blancs sur le territoire sud-américain. Mais l'histoire d'après, elle est très différente. Et donc c'est des populations qui ont vécu assez isolées en fait, du littoral, qui ont vécu en forêt pendant pas mal d'années, et qui ont donc une culture aussi qui est très différente. Une culture qui est restée très proche des cultures africaines, beaucoup moins métissée que les cultures créoles, autant physiquement que culturellement, puisque les cultures créoles sont des cultures très mélangées. On a des racines africaines, on a de la culture métropolitaine, on a de la culture amérindienne. C'est vraiment la culture créole, par définition, c'est un mélange. Les Noirs marrons, c'est vraiment très différent. Alors aujourd'hui, les Noirs marrons reviennent sur le littoral et on les retrouve dans les villes, à Cayenne, à Saint-Laurent-du-Maroni, à Kourou, et commencent à prendre du pouvoir au niveau politique. Mais l'histoire est très différente. Mais juste pour terminer là-dessus, ils gardent un esprit, on va dire, communautaire, ou est-ce qu'en arrivant sur le littoral, etc., ils se créolisent pas, si je puis dire, ils gardent une... Enfin, oui et non. Oui, forcément, ils se créolisent parce qu'on a toujours un mélange de cultures, quoi. Chaque fois qu'on a des contacts entre les populations. Mais la culture noire-marron, elle reste quand même assez forte, avec une langue propre, avec une musique, avec un art propre. Il n'est pas là le livre, mais l'autre, ma série guyanaise, là, Il est là-bas. que vous voyez au fond, voilà, ces peintures. Le livre qui regroupe les trois premiers volumes. Voilà, ces peintures géométriques avec des couleurs. C'est ce qu'on appelle le tembe, c'est vraiment la culture noir-marron qu'on retrouve en peinture, qu'on retrouve en sculpture, qu'on retrouve aussi dans les coiffures des femmes, toutes les tresses, ça aussi c'est du tembe. Donc non, il y a une culture noir-marron qui est encore très présente. Et je dis noir-marron, mais c'est un terme générique parce qu'en fait c'est plusieurs cultures en réalité. Et tu parlais des tresses, c'est vrai que au fil des romans, la nièce d'Anato, elle est tout le temps en train de se tresser les cheveux. Ouais, et c'est vrai que ça revenait régulièrement, je me disais, elle est encore en train de se faire les cheveux. Ouais, mais parce que moi j'avais une amie qui était Djouka, elle passait sa vie à ça, sa vie à se coiffer, soit à se faire coiffer par ses sœurs, soit à se coiffer elle-même, elle a toujours la tête comme ça, la tête à l'envers. Et c'était très très présent dans le quotidien, mais chez les créoles aussi d'ailleurs. Hein. La coiffure, c'est quelque chose de très important. Avec plein de questions en plus derrière, il y a plein de questions culturelles derrière la coiffure, entre effectivement le défrisage, ou est-ce qu'on laisse au contraire les cheveux frisés, mais il y a plein de questions qui d'ailleurs qui reviennent aujourd'hui dans les revendications des Noirs en général. Quoi. Il y a une question à la fois culturelle et identitaire aussi derrière ça. Et l'origine des Asiatiques en Guyane, entre les monts, c'est ça que vous avez dit? Alors les Asiatiques en Guyane... C'est indien, non, je crois. Ouais, alors c'est compliqué, mais on a les Mongs. Alors les Mongs, c'est vraiment très particulier. C'est des réfugiés donc de l'ancienne Indochine en fait, qui ont été
emmené en Guyane en 1975-76 et qui, donc là pour le coup c'est vraiment un peuple très, très, très identifié, qui ont des villages à eux dans des coins particuliers de Guyane. C'est les principaux cultivateurs de fruits et légumes en Guyane. Mais on retrouve aussi des Chinois partout, qui viennent du Suriname, enfin bon, donc là, c'est la diaspora chinoise, hein, j'allais dire. Avec du métissage aussi, hein. On a aussi ce qu'on appelle les bata chinois, hein. C'est effectivement les mélanges de chinois et de créoles. On a effectivement des Indiens, ce qu'on appelle les coulis, effectivement. Il y en a beaucoup au Suriname, il y en a beaucoup dans les Antilles aussi, on en retrouve aussi en Guyane. L'histoire des coulis c'est un peu différent, c'est après l'esclavage, on avait besoin de main d'œuvre et effectivement les Indiens venaient comme main d'œuvre parce que les anciens esclaves n'avaient pas forcément envie de continuer à travailler dans les plantations. Donc à La Réunion on a la même chose aussi. Après La Réunion il y a la proximité de l'Inde qui est plus importante, hein, mais dans les Antilles on retrouve beaucoup d'Indiens aussi, hein, d'anciens Indiens. Et qu'en est-il de l'avenir des... Ah oui, excusez-moi. Non, mais c'est à vous. Je vous en prie. Je voulais savoir pourquoi en fait le choix du roman policier, du roman noir. Pour parler de cette Guyane et pour parler finalement de rapport effectivement entre les communautés pour identifier peut-être cette complexité finalement dans les relations. En réalité, moi quand j'ai commencé à écrire, je ne me suis pas posé la question. Le roman noir s'est imposé, enfin le roman policier s'est imposé spontanément parce que moi-même j'étais plutôt lecteur de romans noirs. Mais plus le temps passe, plus je me dis qu'en fait c'était un choix qui n'était pas mauvais. Et que moi je suis persuadé qu'aujourd'hui le roman noir c'est vraiment le roman qui parle le mieux, hein, du monde tel qu'on le vit aujourd'hui, du monde réel. C'est une littérature que je trouve très en prise avec le réel, le côté un peu les mains dans le cambouis, quoi, où on est vraiment dedans. C'est une littérature qui ne nous parle pas de littérature, mais qui nous parle du monde. Et moi, c'est ça qui me plaît. Je suis convaincu que c'est le roman noir qui parle le mieux de la société et de ses dysfonctionnements aujourd'hui. Avec voilà, cette question du bien ou du mal, où en fait le bien et le mal, ça n'existe pas, où on est vraiment toujours sur le fil de rasoir entre les deux. Qu'est-ce qui nous amène dans des situations, dans ces situations les plus extrêmes qui nous amènent au meurtre, à la violence. Je suis persuadé qu'aujourd'hui, en France, les plus grands auteurs français, ils sont dans le roman noir, ça moi j'en suis certain. Et puis une fois qu'on a dit ça, en même temps ça ne veut rien dire, parce qu'en réalité, roman noir, ça ne veut pas dire grand-chose. C'est aussi des catégories un peu artificielles. Moi, quand j'écris un roman, je ne me dis pas j'écris un roman noir. Alors encore cela, on est vraiment dans une structure roman policier, mais seuls les bêtes, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est vraiment du roman noir? J'en suis pas certain. Voilà, c'est des catégories qui sont quand même arbitraires. Il y a beaucoup de romans de littérature blanche, dite blanche, qu'on pourrait classer en noir. Les Misérables, si c'est pas un roman noir, je sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est vraiment du roman noir, Les Misérables. Et à l'inverse, il y a plein de romans noirs qu'on pourrait classer en blanche. Enfin, voilà, quand on écrit, on ne se pose pas vraiment ces questions-là, en réalité. Et toi, tu as été influencé quand même par tes lectures? Ouais, parce que tu lisais principalement... Ouais, plutôt. Alors, qu'est-ce que c'était des auteurs français avec une grosse fibre de roman social français, roman noir français? Pas forcément. Il y avait aussi des étrangers? En réalité, des Américains moi je suis jamais très à l'aise quand on me parle de mes influences, parce que moi je suis un littéraire tardif, en fait, hein, parce que au début j'ai une formation scientifique. Quand j'étais lycéen, je lisais pas, hein. C'est venu beaucoup plus sur le tard. Et donc j'ai pas de mentor, voilà, hein. J'ai pas de panthéon d'auteurs qui sont pour moi les références. Et en réalité, chacun de mes livres est inspiré d'auteurs différents. Les livres que j'avais sur ma table quand j'écrivais Seules les bêtes, hein, je vous parlais de Japrisot, de Ron Rash, c'est pas les mêmes que ceux que j'avais sur ma table quand j'écrivais Obia, par exemple. Quand j'écrivais Obia, j'avais des auteurs, j'avais Deon Meyer en Afrique du Sud, j'avais Tony Hillerman aux États-Unis, j'avais Carrie Ferret en français. Enfin voilà, et chaque année, je lis des livres qui deviennent pour moi de nouvelles références. Ouais. Il y a des livres que j'ai lus le mois dernier qui vont influencer le bouquin que je suis en train d'écrire aujourd'hui. Donc pour moi, tout ça est très mouvant en réalité. Ça, c'est
quelque chose pour toi en tant qu'auteur qui est importante, c'est-à-dire de lire, de lire. Alors, oui, de toute façon, je pense qu'on ne peut pas écrire si on ne lit pas. Ça, c'est pour moi une évidence. Pour moi, l'écriture commence par la lecture et on ne peut pas, il me semble, faire passer des émotions dans un livre si on n'a pas soi-même ressenti des émotions très fortes en lisant des livres. Après, une fois qu'on a dit ça, moi je suis effectivement un lecteur assidu, mais je ne suis pas un très grand lecteur, parce que je suis un lecteur assez lent en réalité. Mais oui, ça passe par la lecture. Et c'est vrai que quand on lit en étant écrivain, on lit plus forcément de la même manière. On cherche effectivement des auteurs à qui on va pouvoir piquer des trucs, quoi. Parce qu'un roman, c'est toujours un peu du plagiat en réalité. En fait, on copie un peu les auteurs qui nous ont enthousiasmés. On essaye de retrouver des choses, de retrouver des émotions qu'on a ressenties en lisant certains livres. Même si on sait qu'on n'y arrivera jamais, enfin, pour certains... Oui, parce que chacun a sa patte sur certains mots. Ouais, moi je sais pas si j'ai une patte, hein, mais oui, enfin, en tout cas c'est ce qu'on cherche, en réalité. Si vous voulez poser Oui, ma question c'était quel est l'avenir des Amérindiens à travers... je suis allé plusieurs fois en Guyane, et je veux dire, on a l'impression qu'il y a la création d'une zone interdite, enfin, une chose comme ça. Je veux dire, quel est l'avenir, sachant que bon, les tentations sont fortes pour les jeunes d'aller à Cayenne, d'avoir le dernier iPhone, enfin voilà, comment est-ce qu'ils arrivent? Autant j'ai l'impression que les Bushinagés, ils étaient bien, enfin, ils sont à la limite, j'ai l'impression qu'ils étaient mieux intégrés à la vie dans la forêt que les Amérindiens qui ont toujours vécu dans la forêt. Et ils n'ont peut-être pas cette attirance pour la alors, je ne sais pas si vous avez entendu le questionnement, c'est sur l'avenir des Amérindiens, et on retrouve ça au cœur du roman, hein, pour l'un des fils, l'une des intrigues. On va en reparler, mais... c'est une question qui est compliquée parce que ce qui est certain, c'est que les Noirs marrons, ils s'en sortent bien, globalement. Je ne suis pas sûr que ce soit le lien avec la forêt, c'est plutôt leur lien effectivement au monde occidental et notamment à la question économique qui va derrière, c'est-à-dire à la mondialisation, etc. Les Noirs marrons, je trouve, ont toujours réussi à gérer ça plutôt bien. À relativiser, hein, parce qu'on a quand même une perte de culture qui est aussi assez forte chez les Noirs marrons. Il y a aussi pas mal de croyances traditionnelles qui se perdent et qui disparaissent. Mais c'est sûr que le choc, le contact entre la culture amérindienne et la culture occidentale est beaucoup plus violent. Ça a toujours été le cas. On le retrouve dans la quasi-totalité des peuples autochtones dans le monde, hein, que ce soit les Amérindiens d'Amérique du Nord, les Aborigènes d'Australie, on le retrouve partout. Et c'est sûr que pour eux c'est très compliqué. Et quand on voit la situation aujourd'hui, il y a, je trouve malheureusement, pas énormément de raisons d'être optimiste. Je ne suis pas très optimiste sur l'avenir. Mais en même temps, il y a chaque année plein de raisons de l'être auxquelles on peut se raccrocher. C'est-à-dire qu'on retrouve aussi quelques belles histoires et quelques histoires individuelles qui nous montrent que ça peut bien se passer. On a eu l'année dernière, par exemple, le premier directeur d'école primaire en pays amérindien qui était amérindien, c'est-à-dire qui est revenu dans son village pour prendre la direction d'une école primaire. C'est presque un exploit, parce que malheureusement ça arrive très peu. Et donc voilà, il y a quand même des choses comme ça qui moi je trouve, sont des lueurs d'espoir et auxquelles il faut s'accrocher. Et on a des Amérindiens qui arrivent chez eux, dans leur territoire, à revenir dans leur village et à créer quelque chose autour du tourisme, autour de l'artisanat. Il y a des choses qui se passent. De là à dire que ça dessine un avenir pour les Amérindiens, c'est pas forcément évident. Donc voilà, moi après je n'ai pas une réponse précise, hein. Moi ce que je trouve encourageant, c'est qu'aujourd'hui, chez les jeunes, on a effectivement une très forte attirance vers le monde occidental, vers les casquettes, vers le rap, vers le foot, vers tous ces trucs-là qui peuvent faire peur. Mais on a aussi une jeunesse amérindienne qui
qui est aujourd'hui en train de se structurer, en train de se prendre en main. Par exemple, tous les combats contre la montagne d'or, voilà, les projets de mines d'or aujourd'hui, ceux qui sont en première ligne, c'est les Amérindiens, et c'est notamment la jeunesse amérindienne. À relativiser aussi, parce que malheureusement, ce n'est pas les Amérindiens du Haut-Maroni, hein, c'est plutôt les Amérindiens du littoral. Mais bon, il y a quand même des choses qui bougent et des choses qui se passent. Alors là, cette situation, tu l'as décrit parfaitement à travers ton personnage de Tipoy, le jeune garçon, un ado. Alors, on le trouve dans quelles circonstances dans le roman? Ils viennent passer une soirée un peu particulière. Alors, ouais, c'était le point de départ du roman. Le roman s'ouvre sur une soirée donc, dans un village amérindien, qu'on appelle une soirée kachiri. C'est une soirée effectivement où généralement on boit beaucoup. On boit essentiellement ce qu'on appelle le kachiri, c'est un alcool, c'est une bière de manioc en réalité, un peu acidulée. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de goûter, c'est particulier, on va dire. Il y a un peu à boire et à manger dedans, mais c'est pas mauvais non. C'est quelque chose qu'on sent venir Enfin, c'est fort comme alcool? Non, c'est pas fort du tout, c'est de 2-3 degrés. Donc on sirote, c'est ça? On sirote, généralement on en boit des litres et des litres, c'est fait pour être bu en quantité. Moi généralement j'arrête assez vite. Mais c'est très peu alcoolisé. Malheureusement dans ces soirées circulent aussi beaucoup d'autres alcools, dont le rhum. Et donc ces soirées sont souvent très alcoolisées. Donc ça commence par une soirée comme celle-là. Et au matin, donc le village se réveille, tout le monde a cette sensation d'avoir passé une soirée plutôt arrosée, avec des souvenirs un petit peu à trous, on va dire. Voilà. Et on réalise au réveil qu'un adolescent, donc Tipoy, manque à l'appel, c'est-à-dire qu'il a disparu. C'est quelque chose qui arrive assez souvent, en fait, que quelqu'un manque à l'appel au réveil après une soirée kachiri. Dans beaucoup de cas, on finit par le retrouver, il a pris sa pirogue, il est allé au village d'en face, où on le retrouve en piteux état dans un coin, etc. Donc souvent ça termine bien. Ouais. Mais malheureusement, quand la disparition commence à s'éterniser, la première chose à laquelle on pense, malheureusement, c'est il s'est suicidé. Parce qu'on a un taux de suicide qui est très important chez les Amérindiens, tout particulièrement chez les jeunes et tout particulièrement pendant ces soirées. C'est souvent pendant ces soirées que ça se passe. Donc la première chose à laquelle on pense le matin et ce qui commence à prendre les Amérindiens au ventre, c'est vraiment cette angoisse, cette peur que le jeune se soit suicidé. Donc le point de départ c'est celui-là. Et le roman en fait tourne autour de la recherche de cet Amérindien. Qu'est-ce qui lui est arrivé effectivement? Est-ce qu'il s'est suicidé? Et c'est quelque chose qui sera présent pendant tout le roman, parce qu'on sait qu'à tout moment, on peut découvrir qu'en fait, c'était ça. Mais également toutes les autres questions qu'on peut imaginer autour de cette disparition. Et dans ces cas-là, donc, on va suivre dans le roman l'organisation des recherches. Effectivement, le terrain fait que c'est un peu compliqué. Le trajet se fait déjà en pirogue. Donc, ça, à chaque fois, comment dirais-je, c'est des choses que tu as observées sur place. La mise en place des recherches prennent toujours énormément de temps, il faut aller remonter tous les fils. Oui, alors moi j'ai jamais assisté à des recherches, mais je me suis fait beaucoup raconter. Et puis après c'est un peu l'évidence, c'est-à-dire que la voie de circulation c'est le fleuve. C'est des villages qui vivent autour du fleuve. L'axe de circulation principal c'est le fleuve et toutes les criques, donc toutes les rivières et tous les affluents. Donc oui, forcément, c'est des recherches qui se font comme on ferait en métropole, c'est-à-dire qu'on explore par cercle concentrique, en fait, on s'éloigne de plus en plus de l'endroit où la personne a disparu, mais forcément ça passe beaucoup par le fleuve, c'est évident. Et c'est vrai qu'à la lecture des romans, on s'aperçoit que finalement, est-ce qu'on peut parler de frontières? On a l'impression qu'il n'y en a pas du tout. Ce fleuve est censé être une frontière, mais qu'il y a une espèce de perméabilité, les gens traversent facilement. Est-ce que là-bas, déjà on voit des personnages qui ne considèrent pas forcément comme une frontière, sauf à partir du moment où il y a besoin de prouver administrativement son existence, mais on est dans ça reflète aussi
les habitudes, les us là-bas sur place, où on traverse comme ça assez facilement le fleuve? Oui, mais enfin, complètement. C'est-à-dire que c'est-à-dire que pour l'administration française ou surinamienne, effectivement, le fleuve Maroni, c'est une frontière. On dit que la frontière, elle passe, je crois, à l'endroit où le fleuve est le plus profond. Super pratique. Combien de kilomètres l'embouchure? Ouais, c'est ça. Donc déjà, l'embouchure est très large. Et puis en plus, il y a des îles. Alors les îles, on ne sait jamais très bien de quel côté elles sont. Est-ce qu'elles sont surinamiennes ou est-ce qu'elles sont françaises? Mais pour les habitants du fleuve, parce qu'il y a vraiment des gens qui vivent sur le fleuve, donc qu'ils soient noirs, marrons, amérindiens ou brésiliens aujourd'hui, pour eux, le fleuve, c'est le territoire. C'est un territoire à part entière. Souvent, on a sa maison d'un côté du fleuve, on a son abatis, donc son terrain agricole de l'autre côté, on a de la famille de chaque côté du fleuve, et donc effectivement, on passe son temps à passer d'un côté à l'autre du fleuve. Donc la notion de frontière, elle n'a pas vraiment de sens en fait pour ces gens-là, même s'ils l'ont intégré dans leur mode de vie. Généralement, ils ont deux téléphones, un téléphone français, un téléphone surinamien. Généralement, d'ailleurs, en pays amérindien, le réseau côté français, le réseau surinamien passe beaucoup mieux, donc ils ont plutôt un téléphone surinamien. Donc voilà, on compose avec la frontière, bien sûr. Et justement, c'est le second fil, enfin l'un des autres fils du roman, c'est ces filières d'orpaillage qui profitent aussi de clandestines, qui profitent de ces zones complètement floues. Est-ce que tu peux nous en dire aussi également un peu plus sur, dans ton roman, Alors, tout ce qui va tourner autour de... J'allais dire pour les Brésiliens, donc, qui sont les principaux orpailleurs clandestins, dans leur cas, la notion de frontière, elle a beaucoup de sens, parce qu'en réalité, ils savent très bien où ils exploitent en France, on le sait. Même s'ils exploitent un peu aussi au Suriname, mais l'exploitation minière, elle se fait essentiellement en France. En revanche, à Maripasoula, donc cette ville effectivement sur le Haut-Maroni, ce qui est très pratique pour eux, c'est qu'en fait, de l'autre côté du fleuve, on est au Suriname, ils savent qu'ils ne vont pas se faire emmerder. Donc en fait, il y a une ville qui s'est construite côté Suriname, et donc ils vont exploiter côté français, puis ils reviennent côté Suriname pour vivre, pour dormir, pour habiter, donc au contraire, ils jouent avec ces frontières et c'est très pratique pour eux. Lorsqu'on a une barge, donc les barges, c'est ces espèces de grosses structures qui exploitent l'or au fond du fleuve. Ouais. Ils jouent beaucoup avec la frontière, c'est-à-dire ils vont un petit peu côté français, puis ils reviennent côté Suriname pour pas qu'on puisse les emmerder, et les gendarmes ont toujours beaucoup de mal à prouver que la barge était vraiment côté français. Parce que quand on arrive au tribunal et qu'il faut démontrer que la barge était illégale, il faut qu'on arrive à démontrer qu'elle était côté français. Donc ils jouent beaucoup avec ça, en réalité. Et donc l'idée c'était... la Guyane a deux principales frontières, c'est Suriname et Brésil. C'est ça, hein, sauf erreur. Et donc tous on les appelle comment, les garimpeiros. Donc ça, c'est chercheurs d'or brésiliens qui viennent illégalement en Guyane française, enfin en Guyane, pour trouver des filons et les exploiter. Et alors, on va suivre je fais rentrer donc un de tes personnages qui finalement qu'on va suivre tout au long du roman et qui elle est une femme et qui représente le versant plus légal des orpailleurs. Est-ce que tu peux nous la présenter un peu plus et nous dire ce qu'elle représente, cette femme-là, et quel est le projet qui sous-tend son intense activité? Disons que l'essentiel de l'or de la Guyane est sorti de terre illégalement et par des Brésiliens, en très grande majorité. Je dis Brésiliens, c'est pas à 100%, aussi les Surinamiens, on va trouver d'autres populations, mais c'est quand même en grande majorité Brésiliens. Et à côté de cette filière illégale, il y a qui est donc combattue par les gendarmes, voilà, avec des grosses missions, on se pose en hélico, on détruit tout, mais qui sont quand même essentiellement des coups d'épée dans l'eau, puisque l'activité elle diminue pas, on le sait. À côté, il y a une activité minière légale, c'est-à-dire il y a quelques entreprises minières tenues par des Guyanais, certaines tenues par des Guyanais, même s'il n'y a pas que ça, et qui essayent de développer en fait une filière légale avec
avec un discours qui est imparable, qui est de dire de toute façon l'or, il sera sorti de la Guyane. Donc quitte à ce qu'il soit sorti de la Guyane, autant que ça soit sorti par des Guyanais qui vont embaucher des gens du coin, enfin, qui vont créer de l'emploi, qui vont payer des taxes pour la Guyane, plutôt que de manière totalement illégale, avec aucun retour pour la Guyane. C'est un discours qui est imparable, on ne peut rien dire contre C'est le ça. fameux, il n'y a pas d'autre alternative. Il n'y a pas d'autre alternative. C'est-à-dire, tant que l'État français ne sera pas capable d'éradiquer ou au moins de contenir leur paillage clandestin, ce discours-là, il sera imparable. Donc effectivement, c'est le discours que tient Evelyne Bienvenue, donc, qui est le personnage de patronne de mine d'or, présidente du syndicat des opérateurs miniers de Guyane, et qui, elle, se bat, y compris politiquement, pour développer la filière minière. Parce qu'il y a des vrais enjeux, et notamment, il y a un enjeu très important qui est cette fameuse montagne d'or, ou en tout cas un projet qui attire bien des convoitises. De la même façon, est-ce que tu peux nous en dire de cette fameuse montagne d'or dont on commence à entendre parler, enfin, qui a déjà un certain temps, mais qui va être de... Oui, c'est le... disons, à côté de toute l'exploitation minière, ce qu'on appelle alluvionnaire, un peu artisanale, il y a un projet, enfin il y en a eu d'autres, mais actuellement il y a un gros projet de mine d'or. On est vraiment dans l'esprit de la mine à ciel ouvert, c'est le plus gros projet de mine en France. Il n'y a jamais eu de projet de cette ampleur en France en mine d'or. Avec des on est sur des trucs énormes, on n'imagine même pas les quantités d'explosifs, de cyanure, etc. qu'on doit utiliser pour pouvoir exploiter cette mine. Et qui est aujourd'hui très fortement combattue par toute une partie de la population guyanaise, dont les Amérindiens, j'en parlais tout à l'heure. Mais c'est très très compliqué parce qu'il y a ce discours que je vous expliquais tout à l'heure par rapport à l'exploitation minière illégale, et aussi parce qu'en Guyane, on a une jeunesse sans emploi, sans diplôme, en explosion démographique. Donc toute source d'emploi et de développement économique est forcément accueillie d'un bon œil par les politiques en particulier. Donc c'est forcément une question qui est compliquée. Et donc cette personne-là, elle est vraiment, elle agit pour faire en sorte que ce projet puisse aboutir. Ouais, elle est convaincue de ça. Elle est convaincue de ça. Ouais. Après, c'est aussi sa vie personnelle, quoi. Elle a un peu du sang qui lui coule dans les veines. Hein. Elle est descendante d'orpailleurs. Son père était orpailleur, son grand-père était orpailleur. Elle a grandi là-dedans en permanence, tout à fait. Ouais. Et donc ça, c'est donc le second fil. Et le troisième fil, si on peut dire, c'est cette histoire d'ailleurs on démarre peut-être avec ça, cette histoire de cambriolage. Alors là on quitte un peu la nature, on quitte un peu le Maroni, et on revient dans l'urbain en quelque sorte. Et là on a quand même une violence endémique et donc des cambriolages. Ils ont fort à faire les gendarmes d'ailleurs. Ils ont autorité sur... c'est uniquement des gendarmes, il y a des policiers en... Il y a des policiers sur Cayenne. Sur Cayenne. Moi, j'en parle pas parce que voilà. Non, mais sur l'ensemble du territoire de la Guyane, c'est certain que les gendarmes sont beaucoup plus présents parce que la zone de police nationale, c'est seulement Cayenne. Hein, donc effectivement, les gendarmes sont beaucoup plus présents à l'échelle du territoire. Moi, mais quand je fais mes recherches et quand je discute, j'ai plein d'amis policiers qui me donnent aussi plein d'infos parce qu'ils sont aussi très présents. Mais j'en parle pas parce que je simplifie en fait. Donc il y a une série de cambriolages qui se produit avec une espèce de montée comme ça en puissance de la violence des cambriolages et en tout cas quelque chose qui revient régulièrement, semble-t-il, on les appelle les Anglais, enfin les gens qui parlent, ils viennent d'où ces gens-là? Les Anglais viennent du Guyana en fait. L'ancienne Guyane anglaise. Donc on a Guyane française, Suriname et Guyana. Donc ils sont de l'autre côté du fleuve. Non, de l'autre Ils sont après le Suriname. Voilà. Donc ils sont séparés avec la Guyane française par le Suriname. D'accord. Ok. Mais oui, il y a pas mal d'Anglais qui viennent en Guyane. Et donc tu décris comme ça cette
c'est partie aussi de la, de la population, parce qu'ils viennent plus ou Pour moins. le coup, on les retrouve beaucoup plus à on les Cayenne retrouve que plus à dans- Cayenne, ouais. Enfin, c'est ce que je voulais, hein, c'était aussi avoir un roman qui permette au lecteur de basculer d'un chapitre à l'autre, effectivement, entre ce monde du Haut-Maroni, où la violence est présente, mais où on reste quand même proche de la forêt, où les bruits qu'on a au quotidien, c'est quand même plutôt ceux du fleuve et de la forêt. Et le contraste avec effectivement cette vie urbaine à Cayenne, où on a une violence qui, oui, est présente, c'est certain. C'est certain. Cette question des cambriolages et des braquages à domicile, elle est présente. Enfin, moi, je connais plusieurs personnes à qui c'est arrivé, bien sûr. Ouais. Et donc, à chaque fois, moi, ce que j'ai vraiment adoré dans l'ouvrage, c'est qu'à chaque fois, on a un lieu qui est incarné avec des gens qui représentent, entre guillemets, ce lieu, qui se font un peu qui ont une sorte de passeport pour nous présenter ces lieux. Et je voulais savoir si tu tenais à ça. À chaque fois, on arrive à avoir leur point de vue, en fait. C'est jamais Danato qui pourrait être le personnage, agir comme un narrateur un peu omniscient, qui décrirait comment ça se passe. On arrive à chaque fois à rentrer dans l'intimité des personnages. Pour toi, c'est vraiment une patte que tu veux imprimer à tes personnages, parce qu'on s'investit beaucoup dans chacun d'entre eux, en fait. Ils sont jamais tout noirs ou tout blancs, si une patte, je sais pas, mais effectivement une volonté, oui, ça c'est certain. C'est-à-dire que, en réalité, quand on me dit Seules les bêtes est un roman choral, pour moi les autres aussi. C'est-à-dire que, en tout cas, je cherche à faire en sorte que le lecteur puisse plonger dans la tête de chacun des personnages, aussi secondaire soit-il. Ce qui n'est pas forcément une masse à faire dans l'écriture. Voilà, c'est pas la question suivante. Du coup, je passe un temps fou. Mais oui, chaque personnage, je travaille pour essayer de faire en sorte qu'on puisse comprendre. C'est pas forcément son point de vue, c'est ses motivations. C'est-à-dire qu'est-ce qui. Qu'on soit orpailleur, qu'on soit patronne de mine d'or, qu'on soit jeune dans les cités à Cayenne, qu'on soit amérindien, j'ai envie qu'on arrive effectivement à comprendre qu'est-ce qui les motive, qu'est-ce qui les fait se lever le matin, qu'est-ce qui les pousse au quotidien, quels sont les regrets qu'ils peuvent avoir par rapport à leur propre histoire. Ça, pour moi, c'est très important, bien sûr. Ouais. Comment tu te nourris pour faire tout ça? Parce que il y a un côté éponge pour pouvoir intégrer tous ces points de vue, toutes ces motivations et pouvoir le restituer. Eh bien, je passe un temps fou. Quand je prépare mes romans, j'ai plusieurs étapes. J'ai souvent une grosse étape de documentation d'abord, de lecture. Sur Le ciel effondré, j'ai une pile haute comme ça à peu près, avec de tout, de l'ethnologie, de l'histoire, de la sociologie, des rapports divers et variés sur tout, en fait, sur tout ce qui peut couvrir de près et surtout de loin, en fait, ce dont je veux parler. Et après, je vais sur place systématiquement. Donc là, pour ce livre-là, j'y suis allé une fois 3 semaines, en tout 5 semaines à peu près. Et avec beaucoup d'entretiens, en fait. Beaucoup d'entretiens avec des personnes qui vont permettre de cerner les personnages. Donc j'ai interviewé des Amérindiens sur le Haut-Maroni, mais aussi à Cayenne. J'ai interviewé des prostituées à New Albina. J'ai interviewé des gendarmes. J'ai interviewé des Anglais, des Chinois. Chinois, non, c'est plus compliqué. Chinois, c'est un peu. C'était plus par des voies détournées. J'ai interviewé des jeunes dans les cités à Cayenne. Et à chaque fois, je leur demande de me raconter leur vie, en fait, tout simplement. Donc j'ai mon petit carnet, je fais très petit écolier. Et je note tout ce qu'ils me racontent, toute leur histoire. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment les histoires individuelles. C'est qu'est-ce qui fait qu'ils sont arrivés là aujourd'hui, qu'est-ce qui les a menés jusqu'ici et jusqu'à la situation qu'ils vivent aujourd'hui. Et après, je leur pose des questions sur des trucs. Moi, j'adore les petits détails, les banalités, quoi. Qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique, où est-ce qu'ils sortent quand ils sortent le soir, qu'est-ce qu'ils boivent comme marque de whisky, les gamins ils boivent le whisky.
c'est quoi leur bière préférée. Enfin voilà, tous ces petits détails qui moi me... Et ils arrivent à se confier facilement parce que... Facilement je dirais pas, Ouais. mais on y arrive toujours si Ouais. on passe un petit peu de temps. Un petit peu de temps. Après c'est toujours des amis d'amis d'amis, enfin Ouais. je veux dire, Oui, enfin voilà, je vais pas me pointer dans une cité à Cayenne en disant raconte-moi ta vie, quoi. C'est toujours des contacts de contacts. Je trouve des personnes qui m'introduisent. Il se trouve que mes livres sont quand même pas mal lus en Guyane, donc je commence à connaître du monde, donc c'est Ouais. assez facile maintenant pour... On trouve toujours, en fait. Moi, j'ai compris ça à chaque fois que je commence un roman et que je m'attaque à un sujet, qu'il soit en métropole ou en Guyane. Chaque fois que je commence un roman, j'ai toujours cette chaque fois je parle avec ma femme et je lui dis je voudrais parler de ça, et elle me dit mais t'arriveras jamais, quoi. Les gens ils vont jamais te parler, c'est trop sensible. Et à chaque fois moi je commence avec cette impression qu'effectivement on va pas y arriver. Et en fait on se rend compte que si on prend le temps de contacter les bonnes personnes, si on prend le temps d'aller vers les gens, si on leur consacre du temps, ils finissent toujours par parler, on y arrive toujours. Comme pour les familles, qu'on appellerait les familles d'accueil. C'était bien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, c'est ces familles qui accueillent les jeunes qui viennent pour Ouais. faire Oui, leurs mais études. on trouve toujours, moi j'ai un ami qui est famille d'accueil, quoi, donc parce que dans le roman, donc, on précise, il y a les Amérindiens scolarisés, bah, forcément s'ils habitent dans le Mont-Maroni, dans un territoire très éloigné, ils vont pas aller le matin au collège ou au lycée et rentrer le soir, hein, ça c'est pas possible. Donc il faut qu'ils soient accueillis dans les grandes villes, enfin, par des familles d'accueil, quoi. Voilà, famille d'accueil, pour le coup c'est pas très compliqué parce qu'effectivement on trouve assez facilement des gens qui nous racontent. Moi j'ai un ami qui est famille d'accueil à Cayenne, je le connais très bien, je connais très bien les Amérindiens qui habitent chez lui depuis 15 ans. Donc lui il m'a raconté plein de choses et il m'a donné le contact d'autres familles. Après il y en a qu'on ne peut pas forcément aller voir, mais où on nous raconte aussi, on croise différentes sources. Ce qui est intéressant dans le roman par rapport à un travail de journaliste, par exemple, c'est qu'on n'est pas obligé de vérifier ses sources. C'est-à-dire qu'en fait, on croise plein de choses. On croise des choses qu'on nous a vraiment racontées, des choses qu'on a lues, des choses qu'on invente. Et on mélange un peu de tout ça. Et le jeu, c'est d'essayer de faire en sorte que le lecteur ne s'en rende pas compte, quoi. C'est que tout soit un peu au même niveau. Mais il y a plein de choses qui sont complètement inventées, bien sûr. Et oui, parce que j'avais interviewé des mauvaises familles d'accueil, je pense pas qu'ils vont vous le raconter. je suis pas si sûr. Ah bon? Non, moi je l'ai pas fait parce que j'en avais pas besoin. Mais non, je suis pas si certain. Après, il faut interpréter, on en fait un peu ce qu'on veut, mais... J'ai une question. Oui, et par contre, pour revenir un petit peu à Obia, vous racontez un épisode, ou plusieurs épisodes, en tout cas de résistance de la guerre civile, de la guerre Suriname, civile, colonisation. Et voilà, qu'est-ce que vous avez lu dessus? Comment... Parce qu'à un moment donné aussi, ce leader finalement d'opposition qui se trouve être pris dans des mailles un petit peu de compromission, parce qu'il devient finalement, au bout du bout, l'allié finalement d'un pouvoir un peu dominant. Donc comment on rentre aussi un petit peu dans je pense que ça touche aussi peut-être des histoires un petit peu, soit de trahison interne ou de... Voilà, Alors, bon, la guerre civile du Suriname, c'est vraiment particulier au Bia parce qu'en réalité, il y a très très peu de choses qui ont été écrites sur la guerre civile du Suriname. Et à tel point que moi j'ai des Guyanais qui me disent en gros merci d'avoir écrit ce bouquin parce qu'en gros il n'y avait rien qui avait été écrit sur le sujet. Moi je me suis posé la question comment vous avez pu être au plus près, mais sans demander si c'était vrai ou pas. Et j'ai l'autre jour un Djouka du Maroni qui m'a dit bah, je suis vraiment content que vous ayez écrit votre bouquin parce que je vais le faire lire à mes enfants quand ils seront grands parce que c'est notre histoire et il n'y a rien qui a été écrit là-dessus, quoi. Et bon, quand on creuse un peu, on finit quand même par trouver des choses. Il y a des choses qui ont été écrites qui ne sont pas forcément publiées. Il y a plus de choses qui ont été écrites au Suriname. Alors, le problème, c'est que c'est en hollandais, donc moi je ne parle pas du tout hollandais, donc j'ai trouvé une amie qui m'a traduit des trucs. Voilà, bon, par des sources, on a des infos. Et puis après, on rencontre des gens. C'est pareil, moi j'ai rencontré un ancien Jungle Commando, c'est effectivement de groupe de résistance contre le pouvoir qui m'a raconté des choses. J'ai rencontré d'anciens réfugiés qui m'ont raconté des choses. On finit par trouver
des anciennes infirmières, des infirmières qui avaient accueilli des réfugiés à l'époque dans les années 80, enfin dans les années 90 au moment de la guerre civile. Voilà, on croise plein de sources et on finit par trouver des choses. Et dans Seules les bêtes, ce personnage finalement d'arnaqueur un petit peu ivoirien, en tout cas d'Afrique de l'Ouest, Ouais. voilà. Parce que vous connaissiez aussi. Alors là, pour le coup, ça c'est vraiment particulier. Ouais. Je suis pas allé du tout en Côte d'Ivoire, j'avais ni les moyens, j'avais pas de fric en fait pour y aller, donc j'ai pas pu y aller. Là, pour le coup, c'est beaucoup plus inventé. C'est des reportages à la télé, c'est des lectures. Et Les emails reçus. C'est les emails reçus, ouais, les brouteurs, enfin moi ils m'adorent, c'était super mignon quoi. C'est des discussions par Facebook, j'écris à des gens, je leur ai écrit par Facebook. Et puis c'est des amis d'amis qui étaient ivoiriens, mais qui habitaient en France que j'ai pu contacter. On croise différentes sources, mais là c'est beaucoup plus inventé. La partie qui se passe à Abidjan, moi je suis jamais allé à Abidjan. Ouais. Donc là c'est beaucoup plus Parce inventé. je veux dire, même le parler, quoi, ce français un peu typique des bas quartiers. Bon, moi j'ai vécu très peu de temps, quelques mois à Abidjan, bon c'est vrai qu'on s'y croirait, quoi. Ouais, alors ça c'était très particulier comme travail parce que donc on est à la première personne, c'est écrit à la première personne, et je voulais vraiment que le langage de mon personnage, de mon jeune ivoirien, je voulais qu'on retrouve tout ce parce qu'on ne pouvait pas lui faire parler comme moi, et je voulais qu'on retrouve ce parler un peu ivoirien. Et c'est du bricolage en réalité, voilà, c'est des lectures, c'est des expressions qu'on trouve à droite à gauche, et puis qu'on colle dans son texte. C'est beaucoup de réseaux sociaux aussi, beaucoup de Facebook. Sur Facebook on trouve plein de choses, c'est une mine d'or. Pour espionner les gens, Facebook c'est génial parce qu'on va sur les profils des gens, on a tout quoi, on a comment leur manière de parler, on a comment ils s'habillent parce que généralement ils aiment bien se prendre en photo, on a leur musique parce qu'ils publient de la musique, donc pour créer des personnages, les réseaux sociaux c'est super, c'est un super outil. Le bureau des légendes imaginaires. Ouais c'est ça, exactement, tout est disponible. Vous aviez une question? Moi, vous nous avez un peu raconté finalement pour la Guyane, vos livres, comment vous les construisiez, d'où venaient vos informations, tout ça. Et justement, je me posais la question de est-ce qu'on peut considérer, quand on a lu vos livres qui se passent en Guyane, qu'on a à peu près une certaine connaissance relativement juste de la société en fait guyanaise et de sa complexité. Et du coup, quelle est la part qui est romancée? Alors, vous l'avez un petit peu évoqué, mais est-ce que... parce que, bon, quand on lit certains livres, on se dit « Ah, je connais ce qui se passe », puis après on se rend compte « Mais non, c'est pas du tout. Ouais. » Alors, vous, quelle est la part finalement? Parce que moi, j'ai eu l'impression que c'était très vrai. Et puis tout d'un coup, vous nous lâchez qu'il y a une part romancée. Alors, quelle est la part? Alors, c'est une très bonne question. Et il faut le découvrir par ça. Non, mais d'abord. Non, mais je l'ai lu, là, je les ai tous Non, mais je parlais de. D'abord, ce qu'il faut bien comprendre sur le travail que je fais pour l'écriture des livres, c'est que oui, je me documente beaucoup, mais si vous voulez, sur Le ciel effondré, c'est à peu près 2 ans et demi de boulot. Sur les 2 ans et demi de boulot, la partie documentation, c'est 3-4 mois. C'est-à-dire qu'en fait, tout le reste, 2 ans, c'est l'écriture. C'est-à-dire c'est créer les personnages, c'est créer l'histoire, c'est créer les rapports entre les personnages, c'est trouver les émotions. Donc le boulot de fiction est en temps est beaucoup plus important que le boulot de documentation. Ça c'est la première chose dans la manière de construire le livre. Ensuite sur est-ce que ça reflète la réalité, j'allais dire oui et non, c'est-à-dire qu'effectivement mes livres sont très proches de la réalité, sont très documentés. J'essaye au maximum de ne pas dire de conneries. En revanche, il y a beaucoup de choses qui sont inventées et qui sont totalement assumées. Par exemple, le village dans lequel se passe Sur le ciel effondré, c'est un village qui n'existe pas, c'est un village que j'ai totalement inventé. Il est bien sûr inspiré de villages réels, mais il est totalement inventé. Et cette question, elle est très importante parce que mes livres sont beaucoup lus en Guyane. C'est assez drôle, hein, d'ailleurs, le général de gendarmerie, donc le grand patron de la gendarmerie en Guyane, me dit que quand il a des nouveaux qui arrivent, il lui met mes livres entre les mains en disant si tu veux connaître la Guyane, commence par ça. Le libraire de Cayenne qui a toujours soutenu beaucoup mon travail
quand il a des nouveaux, donc des blancs qui viennent de débarquer en Guyane, qui connaissent pas la Guyane, et qui lui disent, et qui arrivent dans sa librairie avec une démarche qui est plutôt une belle démarche, je trouve. J'arrive en Guyane, je connais rien, qu'est-ce que je dois lire pour apprendre la Guyane? Il dit, bah, lisez Colin. Et à chaque fois, je leur dis, faites attention, je leur dis, c'est très flatteur, ça me fait très plaisir, mais je leur dis, n'oubliez pas que c'est de la fiction. Il ne faut pas prendre non plus tout pour argent comptant. C'est vrai que c'est documenté, c'est vrai que c'est par rapport à d'autres romans, c'est un roman qui est quand même proche du réel, parce que c'est une volonté, dans ma construction, j'essaye d'approcher de la réalité, mais il y a aussi plein de choses qui sont totalement inventées, il ne faut pas tout prendre pour argent comptant, n'oubliez pas que c'est de la fiction, je leur dis. Et souvent la part fictionnée dans le roman, c'est souvent des décisions délibérées de ma part, c'est-à-dire c'est pas forcément des choses que je ne connais pas, c'est plutôt parce que pour moi ce qui prime c'est la fiction, c'est le roman. Avant tout, il faut que ça soit une histoire qui va embarquer le lecteur, et c'est plus important que la documentation. Donc il y a beaucoup de choses très documentées qui étaient dans ce livre que j'ai enlevées, parce que pour moi elles ne servaient pas l'histoire, et il y a plein de passages du roman qui ne pourraient pas se passer comme ça dans la vraie vie, mais j'en avais besoin parce que j'ai simplifié les choses pour pouvoir écrire le roman. On parlait par exemple des policiers tout à l'heure. Bon, vous allez me dire que peut-être c'est pas important de savoir, mais voilà, il y a des scènes qui devraient plutôt être menées par des policiers que par des gendarmes. Quand mes gendarmes ils vont dans les bidonvilles à Cayenne interviewer des gangsters dans les bidonvilles, j'envoie mon gendarme tout seul interviewer les gangsters, parce que j'ai besoin de ça pour mon histoire. Mais généralement ils y vont à 10 quand ils vont dans ces coins-là, les mecs. Ouais, mais il a une femme brésilienne, donc déjà, il a une femme brésilienne, il est déjà un peu plus... Ouais, mais quand même, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, ça ne se passe pas comme ça. La fin du livre où on a mes Amérindiens qui partent à la frontière, vraiment à l'extrême sud de la Guyane, dans ce qu'on appelle les Tumucumac, qui sont ces montagnes entre guillemets au sud de la Guyane. Mon Amérindien, il prend sa pirogue et il part tout seul dans les Tumucumac parce que j'avais besoin de ça pour l'histoire. Et jamais un Amérindien ne va tout seul à cet endroit-là. On part en famille parce que pour des raisons de sécurité, généralement on a besoin d'un piroguier, mais on a besoin de quelqu'un devant pour sonder le fond, voire pour tronçonner, pour pouvoir passer. Donc voilà, il y a plein de choses qui sont simplifiées pour les besoins du roman. Comment? Juste un petit raccourci. Voilà, c'est des raccourcis que je fais. Y a-t-il des questions? Oui, mais c'était par rapport aux mines d'or dans la forêt. Est-ce qu'il y a aussi du trafic? Je veux dire, parce que vous ne parlez pas de corruption, vous ne parlez pas de mafia, vous ne parlez pas de violence. Enfin, je ne sais pas, ça a l'air... ça se trafique, ça prend son or, puis bon, les Surinamiens ou les Brésiliens, ils partent. Comment c'est sur le... Non, en réalité, c'est extrêmement violent. C'est extrêmement violent. Dans le livre, d'ailleurs, c'est assez violent dans le livre. On l'a un petit peu dans ce qui reste en forêt. Ce qui reste en forêt, on voit quand même avec là pour le coup, je sais pas si vous frères brésiliens. Je sais pas si vous avez vu la série Guyane sur Canal+. Alors c'est une série qui le plus gros reproche que je ferai à cette série, c'est qu'elle s'appelle Guyane, parce que pour moi c'est pas ça la Guyane. La Guyane c'est plein d'autres choses. C'est une partie de la Guyane, c'est vraiment le monde de l'orpaillage. Mais en revanche, sur le monde de l'orpaillage, c'est quand même très réaliste. Et regardez cette série, c'est ultra violent et c'est comme ça que ça se passe en réalité. Ouais, c'est le Far West. Ouais. Dans ces endroits-là, oui. Dans ces endroits-là, on a de la torture, on a des meurtres, on a une forme qui se rapproche de l'esclavage sur la manière dont travaillent les gens sur les chantiers. C'est extrêmement violent. Les patrons d'orpaillage en plus d'hélicoptères que la gendarmerie. Ouais, non, c'est... Et la nature dans tout ça, parce qu'on a l'impression que c'est un gruyère, cette Guyane, non? Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'il y a des orpailleurs de partout. Ouais, il y a des orpailleurs de partout. Après, il faut... C'est pas si vrai que ça, parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est très très grand, la Guyane. Donc en réalité, quand on survole la Guyane en hélicoptère, on survole quand même une forêt qui, à première vue, est quand même plutôt en bon état. Donc effectivement, on a des taches, on a des trous où on voit effectivement l'espèce de plaie au milieu de la forêt, avec des rivières qui se mettent à couler jaune, marron, parce qu'elles ont été polluées par les boues qui ont été retournées. On a des endroits comme ça qui sont dévastés. Mais on a quand même toute une partie de la Guyane qui est en très très bon état. C'est une des parties d'Amazonie les mieux conservées encore aujourd'hui.
Est-ce que la montagne d'or est toujours au même endroit? Il y a 10 ans, c'était dans les marais de Caux. Alors dans les marais de Caux, c'était pas du tout les montagnes d'or, c'était le projet Cambior. Là, la montagne Oui, d'or, en c'était- fait, on l'appelle montagne d'or parce que c'est le nom de Dans les d'un marais coin, de Caux, quoi. c'est un projet qui était les Canadiens qui a installé tout leur matériel. Voilà, c'est ça. Pour Qui a dégrader été, Cannes en attendant d'avoir une autorisation C'est par ça. Nicolas Sarkozy d'exploiter. qui a été refusé par Nicolas Sarkozy. Là, on est complètement de l'autre côté de la Guyane, la montagne d'or. On est plutôt côté Saint-Laurent-du-Maroni. Mais il y a toujours des Canadiens dans le coup, non? Et des Russes. Voilà, c'est un consortium russo-canadien. Ouais. Ça promet. Ouais, c'est la première comme. Et quelle vision ils ont de la métropole? Ça dépend. Enfin, quand Ouais, on il y a dit personne- île, c'est ouais. quoi île, quoi? Parce qu'il faut voir, c'est que c'est une société qui est très composite. Hein, je veux dire, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que comme dans les Antilles, on a énormément de Guyanais qui ont un lien très très fort avec la métropole, qui ont de la famille en métropole, ou qui ont fait des études en métropole, ou qui sont au moins allés en métropole. Même les Amérindiens, il y a plein d'Amérindiens qui ont déjà eu au moins l'occasion de venir en métropole. Donc ils connaissent beaucoup mieux la métropole que nous, on ne connaît la Guyane, hein, en réalité. Parce que les Français parlent jamais des dom-toms, mais est-ce que les Guyanais se sentent français? Oui, je crois. Oui. Oui, je crois. Le lien avec la métropole, il est très fort. Il est très fort. Mais après, c'est très compliqué. Hein. Enfin, je veux dire, c'est des relations qui sont très compliquées parce qu'elles sont chargées d'histoire, enfin d'une histoire qui est quand même très lourde, quoi, l'histoire de l'esclavage. C'est quand même un passé qui est très très lourd et que tous les Guyanais portent, y compris les Blancs, on porte tout ça en nous. On essaye tous d'avancer avec ça, avec un mélange de culpabilité, enfin, on a tout ça à porter, et c'est très, très compliqué. Mais je crois quand même qu'il y a quand même un attachement à la métropole qui est fort, qui est réel. Et votre prochain roman, c'est en Guyane? Non, c'est gentil, merci. Mais on en retrouvera peut-être un autre en Guyane avec le capitaine Amato. Je sais pas. Je sais pas encore, peut-être. On verra. Ah oui, oui. Non, mais, C'est un grand séducteur, ce capitaine Amato, décidément. non, mais je sais pas. Non, mais potentiellement, oui, j'ai des idées encore, j'aimerais encore, mais j'ai aussi le projet, donc. Donc vous aurez trouvé une pépite. Ouais, c'est ça, faut que je trouve la bonne idée. Non, mais je l'ai, enfin, j'ai des trucs en tête, il y a encore plein d'histoires à raconter sur la Guyane, c'est certain. C'est vrai qu'après on s'en lasse pas parce qu'à chaque Oui, fois on on s'attache, découvre c'est ça, ouais, on une nouvelle découvre plein de facette de la Guyane, une nouvelle histoire. Et ce que je disais, c'est que tu t'appuies, je trouve, tu parlais de roman choral, y compris dans un récit qui est linéaire de l'enquête policière, mais tu arrives à chaque fois quand même à trouver des façons d'aborder la société de ce territoire, et que on suit tous ces fils et on avance avec les personnages. C'est presque un rendez-vous. Non, mais enfin voilà. Donc, Non, mais je pense que je vais continuer parce qu'en plus, c'est vrai que moi, dans ces romans, il y a une relation aussi particulière à la Guyane et aux Guyanais, parce que les livres maintenant, de plus en plus, sont très très lus en Guyane, et il y a encore des choses sur la Guyane que j'ai envie de raconter dans des articles. y a-t-il des dernières questions? Après, si vous voulez, on passera à une petite séance de dédicace et un pot. Je voulais vous demander, de façon, si vous vouliez résumer, donc j'ai lu tous les autres, mais pas le dernier. Quand vous vous lancez justement dans l'écriture d'un livre, est-ce que l'objectif c'est uniquement que le lecteur soit pris par votre histoire, ou vous voulez vraiment faire passer certains messages et vous l'avez dès le départ, quoi, dès le départ du livre? Non, je crois pas. Je crois pas que faire passer des messages, ça soit ce qui m'intéresse. Je crois que ce qui m'intéresse avant tout, c'est de travailler sur des personnages. Je veux dire, là, oui, il y avait cette envie, pour Sur le ciel effondré par exemple, de parler des Amérindiens. J'en avais jamais parlé dans mes romans précédents. Il y avait envie de montrer cette société, et à travers ça, effectivement, de montrer les problèmes qui se posent. Mais de là à dire qu'il y a un message à faire passer, non. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je cherche.
c'est ce que j'évite. l'histoire, même. qui prime. Ouais, complètement. Ouais. Et en tant que lecteur, moi en tout cas, je trouve que c'est bien s'il y a des choses vraies et tout ça, mais finalement, c'est pas ce qui m'intéresse, moi. C'est vrai que, après, que ce soit vrai ou pas vrai, Voilà. Ah non, mais je comprends tout à fait. l'idée, quoi, c'est que vraiment on soit pris dans l'histoire et peu importe finalement ce que c'est. Ah ouais, non, mais je suis tout à fait d'accord. Alors je pense que c'est un point aussi qui différencie certainement Colin avec éventuellement d'autres auteurs, c'est qu'il n'y a pas de morale qui est assénée. Parce que justement, ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'on arrive à rentrer dans le point de vue de chacun des personnages et de ses motivations, comme tu le signalais. Et est-ce qu'à partir de là, on peut avoir un auteur qui vient nous donner une ligne de conduite? C'est impossible. Du fait qu'on a tous ces personnages-là qui ont chacun leur propre leur motivation, parfois antinomique d'ailleurs. Enfin, moi, c'est vraiment ça qui m'intéresse, hein, c'est vraiment de travailler sur les personnages et que le personnage ait des opinions politiques ou des avis sur le monde proches des miens ou éloignés des miens, peu m'importe en fait, il ne m'intéresse pas moins. Plus un personnage est éloigné de ce que je suis, au contraire, plus pour moi il est intéressant à travailler. Et je ne vais pas chercher à rendre plus antipathique le personnage qui représente quelque chose qui m'emballe pas. Quand j'écrivais sur Le ciel effondré, c'est vrai que ma patronne de mine d'or, voilà, c'est pas forcément des gens pour qui j'ai une très grande sympathie, mais je me suis énormément attaché à elle, au moins autant qu'à tous les autres. Ce qui m'intéresse, c'est ça aussi. Après, c'est quand on est patronne de mine d'or, c'est-à-dire qu'on a effectivement une activité qui a un impact très fort sur l'environnement, qui détruit la forêt. Qu'est-ce que c'est que d'être patronne de mine d'or? Comment on est arrivé là? Qu'est-ce qui nous motive? Est-ce qu'on n'a pas des regrets? Est-ce que des fois on ne se pose pas des questions sur j'aurais peut-être pu faire autre chose de ma vie? Et je pense que, j'arrive pas à croire que personne ne se pose ces questions-là. Et ça m'intéresse beaucoup plus que de savoir si elle est méchante ou gentille et si mon lecteur va à la fin du bouquin être convaincu que quand même les gens sont vraiment des méchants. Moi ça m'intéresse pas du tout en réalité. Oui, mais au final vous arrivez quand même justement à nous faire poser plein de questions à travers les personnages. Quoi. Même si... Oui, mais ce qui m'intéresse c'est les questions que les personnages se posent en réalité. Parce qu'on s'en pose tous des questions, c'est quand même, on passe un peu notre vie à ça. C'est pour ça qu'on lit d'ailleurs. C'est pour ça qu'on lit. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, avant de remercier Colin, je voulais dire donc on va donner de nouveau rendez-vous à Colin puisqu'il sera présent à la Quai du Polar. Ah, super. Donc sur notre stand, on a appris ça hier, on est super contents. Super. C'est génial. Avec plaisir. Une super info. Donc le festival, vous savez, cette année, ça va être encore... c'est gigantesque. On nous a annoncé plus de 140 auteurs. Ça va être... là, je crois que c'est un record. On a eu une fois 130, c'était déjà pas mal. Là, ça va être incroyable. Un gros Quai du Polar. Donc avec un axe sur la littérature scandinave. Voilà. Mais il n'y aura pas que ça, hein, vraiment. Et je pense que ça va être encore une très belle édition. Donc,